Alors, bonjour à tous. Bon, voilà, je suis présenté. Je suis donc boucher. Pas de père en fils, mais presque, puisque je suis le premier de la génération et mes fils me suivent aujourd'hui. Je travaille dans une entreprise familiale que j'ai créée il y a 30 ans, 1987. Je travaille aujourd'hui avec mes deux grands-fils. Nous avons 3 boucheries parisiennes et une charcuterie. Et nous avons créé une filière bovine. Notre spécialité, c'est le bœuf. C'est quasiment 90% de notre vente aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans, moi, que je fais ce métier, que je pratique ce métier. Et très vite, tout de suite, quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai cherché à faire le meilleur steak du monde, le meilleur bœuf. Je voulais une petite entreprise qui cherche vraiment, je me plaçais dans une niche de la très haute qualité. Alors c'était dans les années 80. Dans les années 80, il y avait les boucheries Roger, les boucheries Marcel, les boucheries Bernard, les boucheries de tous les prénoms qu'on peut imaginer, mais rien d'extraordinaire. Enfin, c'était la mode de la viande discount à l'époque. Alors j'ai cherché d'abord à essayer de comprendre quelle était la définition du meilleur steak du monde finalement. Donc j'ai un peu voyagé, j'ai été voir un peu partout comment les gens perçoivent cet aliment. Je me suis aperçu d'ailleurs qu'il y a deux grandes écoles, hein. Il y a l'Europe continentale et il y a les anglo-saxons. Je me suis aperçu en fait que la définition du steak idéal était une définition universelle. C'est-à-dire que tout le monde veut un steak tendre et goûteux. Voilà, si je vous pose la question à tous, vous me répondrez quasiment la même chose. Tendre et goûteux avec une préférence pour l'un ou pour l'autre. Alors il faut savoir après qu'est-ce que c'est que tendre et qu'est-ce que c'est que goûteux. Alors tendre, en réalité, ça veut dire pauvre en collagène. Pauvre en collagène, c'est-à-dire un animal plutôt jeune. Alors le collagène, c'est quoi? C'est tous les tissus nerveux, c'est tous les tissus conjonctifs, c'est même les aponevroses, c'est les petites membranes qui entourent chaque fibre de viande. Donc plus il y a de collagène dans la viande, et plus la viande est ferme. Vous savez, quand vous avez longuement mangé un steak, il vous reste toujours quelque chose que vous n'arrivez pas à le finir. Vous avez quand vous étiez petit, parce que c'est un grand souvenir des années 70-80 en France. Hein, quand on mâchonnait son steak interminable qu'on n'arrivait pas à avaler, en fait, ce qui vous restait dans la bouche, c'était plus du steak, c'était du collagène. Et goûteux, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien équilibré en gras. C'est le gras qui est le vecteur de goût, donc il faut quand même un gras de qualité. Il faut un gras qui soit qui provienne d'un aliment de qualité. Alors le meilleur des aliments, je suis désolé de le dire devant la FNSEA présente ici, c'est l'herbe. C'est-à-dire l'herbe qui apporte du carotène et qui apporte un petit goût de noisette à ce gras. Et il y a une vraie différence aujourd'hui, il y a une vraie différence dans le gras de céréales qu'on obtient avec la céréale et le gras qu'on obtient ou à la céréale ou avec par exemple le soja, ou le gras qu'on obtient avec l'herbe. L'herbe, ça apporte ce fameux carotène et on a ce petit gras jaune qui vient vraiment nourrir la viande. Alors j'ai beaucoup travaillé moi avec la filière française classique au départ, hein, dans les années 80, j'avais pas trop le choix. Donc je travaillais avec des limousines, de la charolaise, de la blonde d'Aquitaine, de la partenaise, de l'aubrac. Et puis j'avais la volonté de travailler directement avec les éleveurs pour essayer de mieux comprendre leur métier, comprendre comment améliorer le produit, parce que j'avais toujours ce souci de faire le meilleur steak du monde. Et puis je m'apercevais que c'était très compliqué leur métier, parce que déjà, j'arrivais jamais à avoir un bœuf, c'était toujours une vache. Voilà, on ne sait pas faire de bœuf en France, pour une raison assez simple, c'est que toutes les races bovines françaises n'ont jamais été sélectionnées sur leur précocité. Je vous rappelle, la pauvreté en collagène. La pauvreté en collagène, on l'obtient quand l'animal est jeune. Alors, je vais vous citer 2 exemples opposés. Une charolaise française, elle arrive à sa maturité physiologique idéale, on va dire aux alentours de 40 mois, 35, 40. C'est bien de l'amener même jusqu'à 45 mois. Une Hereford anglaise, l'opposé, elle est adulte à 18 mois. Et donc on voit aujourd'hui que la Hereford domine le monde, elle est partout présente. L'Hereford, l'Angus aussi, je peux vous citer, qui est un petit peu moins précoce, mais qui est aussi précoce, qui a cette qualité-là. Et c'est des animaux qui dominent le monde dans la production animale. Que vous soyez en Australie, en Argentine, aux États-Unis, il y a de l'Angus et de l'Hereford partout. Alors il y a aussi des charolaises, hein. J'entends les gens de la FNSEA me dire à l'oreille, il y a aussi des charolaises partout dans le monde. Mais les charolaises, on les prend pour une seule chose, c'est pour leur gène culare, voilà, parce que c'est un gros cul. En fait, il y a plus de steak dans le cul que dans les avants. Alors,
j'ai donc longtemps, je vous expliquais, travaillé avec les éleveurs français et j'avais des problèmes à trouver ce fameux bœuf. Voilà, on ne pouvait pas acheter de bœuf parce qu'il faut savoir que le mâle produit plus de collagène que la femelle. Donc forcément, quand notre bœuf atteint les 35-40 mois, il a un taux de collagène très important et ça fait une viande ferme. Donc j'ai cherché, alors c'est pour ça qu'on vend que des vaches en France. Mais il faut comprendre, un éleveur qui ne vit qu'avec des vaches, qui est quand même la source de son élevage, s'il ne peut commercialiser que des vaches pour la viande, c'est un peu compliqué son modèle économique. Donc j'ai été voir comment, enfin j'ai voyagé un petit peu pour comprendre comment on pouvait trouver cette génétique. J'ai vu des croisements, en fait je me suis aperçu que dans le monde anglo-saxon par exemple, on croise les animaux, on essaye d'apporter le meilleur de la génétique de chacun pour faire un élevage idéal qui puisse... alors bien entendu on peut le faire, il existe aussi de façon industrielle, hein, je pense au Black Angus américain par exemple, qui va bientôt venir nous faire beaucoup de mal, qui est déjà présent aujourd'hui dans une image premium, alors que ce n'est pas du tout premium, hein, le Black Angus américain, c'est un animal ultra jeune, hein, c'est le côté pragmatique anglo-saxon, on fait un animal ultra jeune, 18 mois, gavé de soja, parce que là-bas le soja, il y en a partout, et puis on fait un animal très mou, très gras. C'est l'illusion du tendre et du goûteux. Alors, donc, je suis allé en Angleterre retrouver les souches de ces races-là, Angus, Hereford, et j'ai compris, en me renseignant sur la génétique, qu'il fallait... Le croisement idéal, en fait, c'est une vache, la maman, donc la vache, qui sera inscrite dans son territoire, qui saura se nourrir de ce qu'elle a autour d'elle. C'est-à-dire qu'il ne nécessitera pas une nourriture qu'on devra aller chercher trop loin, qui nous coûtera cher. Donc une vache le plus herbivore possible. Et en France, on a des animaux comme ça qu'on a un petit peu abandonnés parce qu'on veut, nous, avoir des animaux très volumineux, très lourds et pas gras. Donc on a abandonné ce qu'on appelait à la fin du 19e les races mixtes. La normande, la salaire, l'aubrac qui en était une à une époque, la montbéliard, il y a aussi la cimentale qui n'est pas française mais qui est aussi une race mixte. Ces races-là ont une particularité, ce sont des races qui à la fois sont bonnes productrices de lait, donc qui savent nourrir leurs veaux, qui savent bien démarrer les veaux, et en même temps ce sont des animaux qui ont une certaine corpulence qui permet de produire de la viande. C'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas la Holstein qui va donner des tentes, des toiles de tente qui n'auront pas de viande dessus. Et le problème de ces races mixtes, alors elles ont un avantage, c'est qu'elles se nourrissent facilement, elles sont faciles à élever, l'éleveur n'a pas de frais trop importants, elles vèlent facilement, par exemple, il y a rarement des césariennes dans les races mixtes, et elles sont très bonnes nourricières pour leurs veaux. Leur défaut, c'est qu'elles n'ont pas cette fameuse précocité. Donc la précocité, moi je vais la chercher dans la génétique anglaise, c'est-à-dire dans l'Angus, dans l'Hereford. Et je fais un croisement entre le taureau Hereford, par exemple un taureau Angus, on va dire, et une vache salaire, ça change complètement le produit. Alors on a l'habitude dans la vache salaire d'avoir plutôt, enfin dans les salaires, d'avoir des animaux alors qui ont une bonne réputation de goût, mais une mauvaise réputation de tendreté. Et par ce croisement, on change complètement le produit. On réalise un produit qui a cette tendreté, qui se nourrit donc facilement, donc il y a de l'air, avec l'herbe fait du gras, et on arrive à travailler le mâle dès 22-23 mois. Des animaux complètement élevés à l'herbe. Alors bien entendu, chacun a sa petite finition. Donc aujourd'hui, j'ai contractualisé avec des éleveurs un peu partout, alors principalement quand même au nord de la Loire, hein, parce qu'il y a plus d'herbe au nord de la Loire en France. J'ai contractualisé avec eux. Alors ça veut dire quoi ce contrat? Ça veut dire je vous engage à vous lancer dans ce modèle. Hein, on utilise une race mixte qui va bien dans votre paysage. On vient vous amener un taureau, donc on leur confie un taureau, Black Angus ou Hereford. Alors on est à la recherche aujourd'hui de Longhorn aussi. Ils réalisent des produits et nous on s'engage à prendre l'ensemble de leurs produits, que ce soit un mâle ou une femelle. Il faut savoir que par exemple dans le modèle français, quand une blonde d'Aquitaine, une charolaise, une limousine donne un mâle, très souvent il est vendu en baby, c'est-à-dire très jeune, et il part en Italie, ou alors il est engraissé dans des ateliers d'engraissement, ça coûte très cher, c'est pas une équation très intéressante, et surtout ça donne pas une viande de grande qualité. Donc nous on s'engage à leur prendre l'ensemble de leurs produits, que ce soit un mâle ou une femelle, c'est-à-dire qu'on dit à l'éleveur, voilà, on va vous prendre l'ensemble du produit sans que vous ayez à vous soucier de le commercialiser. Et puis on va vous informer tout de suite du prix. Donc aujourd'hui, notre prix de base sortie ferme, c'est 5 € du kilo. Voilà.
pour des mâles de 22 mois, et les femelles, on les prend un peu plus loin, vers 28 mois, parce qu'elles ont besoin de prendre un peu plus de poids. Grâce à ce modèle, j'ai obtenu une homogénéité que j'avais jamais eu auparavant, c'est-à-dire des animaux qui sont identiques en qualité. Alors forcément, la nature fait qu'il y en a des plus ou moins grands, plus ou moins gras aussi quelquefois, mais on a une qualité de tendreté qui est vraiment régulière. Des animaux nourris très naturellement par le paysage. Donc l'équation économique pour l'éleveur est géniale parce qu'il n'a pas besoin d'acheter l'aliment. Donc ils ont tous leur petite finition de fin de vie dans les deux derniers mois. Alors chacun a sa recette. Hein. J'ai des éleveurs qui utilisent de la drèche de brasserie, j'ai des éleveurs qui utilisent des pommes de terre écrasées. Ça dépend ce qu'ils trouvent dans leur coin. Le principe, en fait, c'est qu'il ne faut pas avoir à acheter de l'aliment. Et de cette façon, on a réussi à faire cette viande, et je pense être pas loin de mon meilleur steak du monde. Hein. Je suis allé voyager avec mes aloyaux pour les faire goûter au Japon, pour les faire goûter en Argentine, les faire goûter en Angleterre. Les Anglais sont très critiques dessus, mais on arrive toujours à être à la hauteur du produit. Et ça me permet aussi de faire une maturation importante. Vous savez, la maturation, c'est le truc à la mode en ce moment. Donc moi, je fais ça depuis quand même 25 ans. Donc je ne fais pas pourrir un morceau de viande dans un frigo, je le fais affiner. C'est-à-dire que je fais en sorte que le goût s'adoucisse. Il faut que la maturation est simple. Il y a une première partie qui est un petit peu chimique. Les enzymes viennent déstructurer le collagène, ça attendrit la viande. Et puis après, il y a une partie plus d'affinage, un peu comme le fromage. On va laisser reposer la viande et par cet affinage, on va adoucir son goût, enlever de l'acidité et donner des viandes qui ont des goûts vraiment très intéressants, très parfumés. Alors après, on peut être créatif aussi. On fait par exemple des maturations au whisky, des maturations au foin pour donner un rapport entre l'herbe et la viande, des maturations fumées au thym, des choses comme ça. Donc on a créé ce modèle que je pense être vertueux, puisque aujourd'hui c'est assez rare pour un éleveur de se dire je me lance dans une filière, je sais combien je vais vendre mon produit, et je suis sûr qu'on m'achète tous mes produits, c'est-à-dire que je ne vais pas lui prendre qu'une partie de ses produits. Donc on a fait vraiment un vrai modèle vertueux qui aujourd'hui s'agrandit de plus en plus. Alors on a aujourd'hui nos trois boucheries, et bon, c'est une petite production, mais on a aujourd'hui pratiquement 7000 animaux, je veux dire, en élevage. Ce qui est pas, bon, c'est tout petit à l'échelle de l'élevage français, bien entendu, mais c'est pas mal. Et on a créé depuis 2 ans alors, une école pour former des bouchers en reconversion, pour appréhender cette viande, parce que ça nécessite aussi d'avoir une technique de découpe particulière. Il faut appréhender cette viande d'une façon particulière. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut savoir la vendre de la tête à la queue, puisque moi j'achète des animaux vivants, je n'achète pas des morceaux de viande. Donc je suis obligé je ne veux pas dire à mon éleveur, je te prends que tes côtes de bœuf, parce que je les vends très bien. Non, je dois lui prendre l'animal entier et le vendre dans sa totalité, et surtout le valoriser dans sa totalité. Donc ça nécessite de former des bouchers qui savent appréhender cela, c'est-à-dire de vendre de façon équilibrée une carcasse d'un bout à l'autre. Alors bien entendu, nos côtes de bœuf sont absolument hors de prix, c'est volontaire. C'est parce qu'il faut qu'on vende aussi tout le reste. Donc il faut freiner quelquefois la vente de certains produits. Et voilà. J'ai fait mes 10 minutes ou quoi? Oui. Ouais. C'est parfait. Je vous ai pas ennuyé? Non, absolument pas. Et je pense que... Merci à vous.